Yo les bros, c'est Godji et j'espère que vous allez bien car aujourd'hui nous nous retrouvons pour la review du chapitre 1077 de One Piece. Les Mugiwara affrontent quant à eux les Séraphins et un étrange changement a lieu chez Sanji avec le retour du prince aux flammes bleues et aux sourcils inversés. Quant au satellite de Vegapunk, l'un des plus emblématiques se voit offrir une fin tragique devant les yeux de son créateur par ce fameux traître. Vous allez découvrir avec moi tous les secrets de ce chapitre. Avant tout, je vous invite à liker cette vidéo comme d'habitude et seulement si elle vous plaît, ainsi qu'à vous abonner pour soutenir la chaîne, c'est très important, merci beaucoup. Cette vidéo va comporter un court placement de produit, alors je vous remercie les bros et nous nous retrouvons tout juste après. Effectivement, Raid Shadow Legends revient sur la chaîne aujourd'hui pour un événement exceptionnel. Nous fêtons les 4 ans de ce jeu qui a à la fois tant marqué le paysage de YouTube que du jeu mobile lui-même. Il y a 4 ans, j'étais subjugué devant sa qualité graphique et devant le bestiaire incroyable qu'il proposait. Et oui, presque autant d'années que Raid me suit dans mon aventure sur YouTube et indéniablement, il a participé à son évolution et à l'augmentation de sa qualité. L'impact d'un tel sponsor à mon humble niveau m'a considérablement conforté et aidé dans la professionnalisation de mon contenu. Et c'est pourquoi je me dois de vous remercier, vous qui me permettez de le faire, vous qui l'acceptez avec beaucoup de compréhension. Mais on n'est pas là que pour parler de ça. Oui, Raid fête aujourd'hui ses 4 ans et vous propose un tas d'événements considérables. Des offres dédiées, des cadeaux gratuits, des codes promotionnels et surtout une nouvelle fusion vous permettant d'obtenir un champion légendaire unique lié à l'anniversaire. Les membres d'Amazon Prime ne seront pas en reste car après avoir reçu Genbo, vous serez éligible pour une offre d'un puissant équipement sauvage disponible du 2 au 30 mars. Si vous n'avez toujours pas joué à Raid Shadow Legends, alors je vous invite aujourd'hui à utiliser mon lien en description ou à scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Vous obtiendrez des bonus incroyables tels que des recharges d'énergie, des potions de magie, des boissons d'XP, mais surtout Kellan the Shrike, le champion épique. Et si vous êtes membre d'Amazon Prime, alors n'oubliez pas de récupérer vos autres récompenses exclusives. Et oui, c'est leur anniversaire, mais c'est eux qui offrent, alors profitez-en et n'hésitez pas à rejoindre les autres millions de joueurs. Merci à vous et à Raid Shadow Legends pour la sponsor. Bon, l'heure est grave, la page de couverture m'inquiète les bros. Alors que le flashback des Mads semble être terminé, César et Juge reviennent dans le présent et semblent réaliser que finalement ce n'est pas eux le problème mais plutôt Vegapunk. La précédente page de cette mini-aventure s'éclose sur Vegapunk accueilli par le Gorosei et on peut alors imaginer que cette rencontre aura été néfaste pour les Mads anarchistes qui étaient Queen, César et Juge. Ces trois-là ont peut-être fait route à part après une dispute sur ce sujet, un peu à la façon Nekomamushi et Nuarashi, vivant avec une rancœur commune. Bref, là où ça m'inquiète, c'est que s'ils se rendent compte détester Vegapunk tous les deux, qui nous dit qu'ils vont pas tenter d'aller s'en prendre à lui maintenant? Alors oui, ça va être très bien, il va y avoir une alliance du coup entre les deux personnages, mais j'ai bien peur que dans quelques chapitres, on les voit apparaître avec la flotte du Garma Double Six aux abords de Egghead. Vous voyez où je veux en venir? Car cette mini-aventure a déjà commencé depuis plusieurs semaines dans le manga et elle peut totalement se clôturer avec un retour au présent qui marque ces événements. Regardez par exemple l'enlèvement de Pudding par l'équipage de Teach, ça a eu lieu plusieurs jours ou même semaines avant le chapitre 1064, pourtant dans ce même chapitre, nous voyons apparaître Pudding venant de se faire capturer par Aokiji et Pudding emprisonné sur le navire de Teach. Voilà, vous captez le délire? Et ben voilà, à tout moment, et pendant qu'on lit cette mini-aventure, les derniers membres des Mads sont déjà en route direction Egghead pour se venger de Vegapunk, mais vont en réalité le sauver. Par pitié non, ma théorie sur la Cross Guild qui arrive, ma théorie sur Luffy qui se fait emprisonner, sur Egghead qui s'envole, ce serait beaucoup mieux. Oda, donne-nous des réponses là. Avec la page de cover m'a blasé, mais bon, continuons malgré tout. Première partie, assez simple mais lourde à la fois, puisque Sentomaru révèle aux travailleurs de Egghead ce qu'il s'est véritablement passé sur Ohara et qu'ils doivent quitter le lieu, car quelque chose de pire risque d'arriver sur cette île. Le pire à mon sens serait l'annihilation façon pluie de feu du chapitre 1060 sur le Lusia, mais bon, faut avouer que sans navire de la marine, ça fait quand même un bon gros Buster Call aussi. A vrai dire, je crains que Vegapunk, bien que venant d'être introduit, puisse véritablement mourir comme il l'avait annoncé à Dragon il y a de ça une dizaine de chapitres, mais on en parlera un petit peu plus tard. Voyons la partie Séraphin versus Mugiwara qui va très clairement englober les interactions de chaque Mugiwara avec les créations de Vegapunk, donc la majorité du chapitre. Zoro explique et comprend enfin que les Séraphins sont tout simplement des Lunarians miniaturisés
mais des Lunarians quand même, et que tout comme King, il fallait comprendre leur fonctionnement pour en venir à bout. Alors là, évidemment, plusieurs questions. Pourquoi Zoro as-tu mis autant de temps à t'en rendre compte? Et surtout, pourquoi Shaka, tu n'as rien dit aux Mugiwara pour leur permettre de les affronter plus facilement, alors que tu voyais qu'ils galéraient? Et je crois que le pire reste le CP0 qui n'avait strictement aucune idée de comment il fonctionne, alors que pourtant ils ont utilisé le Séraphin Kuma dans une mission. Alors soit Vegapunk ne leur a pas fourni de notice avec ses créations, soit le CP0 a totalement oublié de lire le mode d'emploi. Quoi qu'il en soit, ils ont maintenant toutes les cartes en main pour les défaire, enfin. Enfin, eux oui, mais pas tous les autres groupes dispersés. Que ce soit le groupe de Nami ou celui d'Usopp, ils se retrouvent en difficulté face à la puissance écrasante d'un Séraphin. Particulièrement celui d'Usopp d'ailleurs qui nous révèle deux choses importantes. Tout d'abord, l'arme de Lilith, le Bubble Gun, permet de tirer des bulles composées de l'énergie de la mer, un concept alors plus que très proche du granit marin qui, rappelons-le, est l'un des domaines dans lequel Vegapunk a le plus innové. D'ailleurs, découvrir que le granit marin est exploité sur Egghead dans le groupe où se trouvent Franky et Usopp me laisse penser que ce n'est pas entièrement un hasard puisque les deux inventeurs et ingénieurs des Mugiwara sont les plus aptes à utiliser du granit marin dans leur développement futur. On a tous rêvé que Usopp ait des balles en granit marin, ou alors que Franky utilise du granit marin sur Sunny. C'est peut-être le moment. Quoi qu'il en soit, le Bubble Gun est une arme parfaite pour affronter les Séraphins qui, ne l'oublions pas, restent des utilisateurs de fruits du démon. Et justement, on en arrive au deuxième point assez important. Alors comment ça, Usopp et Franky ne sont pas indifférents au charme de la jeune S-Snake, hein? Il est vrai que le pouvoir d'Hancock est très spécial. Le Mero Meronomi, littéralement le fruit de l'amour, est parfaitement adapté à la beauté légendaire et inégalée de Bois Hancock. Grâce à son physique, le Mero Meronomi lui permet de pétrifier toute personne succombant à son charme. Et Dieu sait à quel point ils sont nombreux dans One Piece. Mais alors, si S-Snake parvient à utiliser son pouvoir de la même manière qu'Hancock, cela signifie-t-il que ses victimes ont une attirance perverse envers elle, envers une enfant? Alors, même si je ne suis pas à la place d'Oda et que je ne sais pas vraiment quelle idée il a derrière la tête, je peux vous rassurer et vous dire que le Mero Meronomi ne marche pas que comme ça. Alors comme le disait Hancock à Teach au chapitre 1059, son pouvoir fonctionne particulièrement bien grâce à sa beauté. Il n'est pas animé que par un sentiment pervers, mais tout simplement que plus le possesseur du Mero Meronomi est beau ou belle, plus facile il sera de les pétrifier. Étant donné que S-Snake est le clone enfant de la plus belle femme du monde, il est normal qu'elle soit considérée comme belle et que ceux qui la considèrent ainsi soient sensibles au pouvoir de son fruit du démon. Donc que ce soit Marine, Mugiwara ou même Vegapunk, à partir du moment où ils reconnaissent la beauté de S-Snake, ils peuvent subir les effets de son pouvoir. En tout cas, j'espère que c'est que ça. La question est désormais de savoir qui va bien pouvoir les dépétrifier. Alors soit il va falloir attendre de reprendre le contrôle sur S-Snake pour qu'elle le fasse sur ordre des Vegapunk, soit les Vegapunk eux-mêmes ont un remède pour contrer les effets des fruits du démon. Je dirais que les deux sont probables, ça m'étonnerait pas qu'avec toutes les recherches qu'ils aient fait, les Vegapunk n'aient pas trouvé une mixture capable d'annuler certains effets de Paramecia. En tout cas, si ce groupe peine à s'en sortir, celui de Nami est dans une moins mauvaise posture grâce à l'apparition d'une des ailes du roi des pirates, notre cher Sanji. Les Séraphins ne sont pas les seuls bijoux technologiques invulnérables et surpuissants. Sanji entre en scène pour défendre sa Nami et un léger changement se fait ressentir chez lui que l'on n'avait plus discerné depuis une quarantaine de chapitres. Son sourcil a changé de sens. Voilà le retour du Sanji impitoyable et imbattable qui a affronté et vaincu Queen sur Onigashima. Et ça tombe plutôt bien car avec la récente publication du SBS du tome 105 de One Piece que j'ai eu l'occasion d'analyser dans une vidéo la semaine dernière, le cas de Sanji a été mentionné et Oda a expliqué le changement de sens de son sourcil, justement aperçu pour la première fois au chapitre 1031 par une expression de son pouvoir caché et latent au plus profond de lui. En gros, la technologie scientifique qu'il a créée éveille ses capacités et se manifeste avec un changement au niveau de ses sourcils, imitant ceux de ses frères Vinsmoke. C'est donc à nouveau ce qui se produit aujourd'hui, le retour du prince des enfers. Alors forcément, ma curiosité est à son paroxysme pour plusieurs raisons. Un épais voile de mystère englobe toute la création de Sanji, si son background a été très développé, certainement même le plus développé de tous les Mugiwara. Ça va Zoro ? Une partie n'en reste pas moins inexpliquée, et c'est l'origine de ses pouvoirs. Whole Cake Island a largement contribué à en savoir plus sur son sujet. Même son combat contre Queen nous a permis d'apporter des réponses à plusieurs questions que l'on avait sur lui, ses pouvoirs et même sa génétique. Pour autant et étonnamment, le plus simple reste inexpliqué.
D'où proviennent ces flammes? D'où provient le feu invoqué par Sanji qui lui est si emblématique? Et si Sanji possédait vraiment des gènes de Lunarian? Et si Oda avait tenté de nous le faire comprendre à plusieurs reprises? Tout d'abord, Sanji, qui en plus d'être lié au feu, est littéralement devenu invincible face à Queen quand ses pouvoirs ont commencé à s'éveiller, exactement de la même manière que les Lunarians bénéficient d'une invulnérabilité lorsque leurs flammes brûlent dans leur dos. Plus encore, Oda aurait marqué cette dualité à travers l'image du diable qu'il confère à Sanji et la réputation de dieu qu'ont les Lunarians. Si déjà c'est loin d'être un hasard à mon sens, alors le reste me conforte encore dans cette idée, comme par exemple Judge Vinsmoke, qui est un pro du clonage, reste le seul connu à ce jour à pouvoir naviguer librement sur Redline, avec son royaume du Garma Double Six. Redline qui, je vous le rappelle, est le lieu où le royaume des Lunarians s'étendait, rendant ainsi totalement cohérente la possibilité que Judge ait récupéré de l'ADN de cette tribu pendant l'un de ses nombreux voyages sur le sommet du monde. Vous l'aurez compris, j'ai l'intime conviction que la génétique de Sanji n'est pas si éloignée de celle des Lunarians, mais l'ultime argument qui me conforte dans cette idée, c'est que nous sommes justement totalement dans le thème, là, aujourd'hui. Les Séraphins, qui sont les principales menaces et révélations de cet arc, sont, en plus d'être basés sur les Lunarians, des êtres créés par la science, par la technologie. Sanji dévoile aujourd'hui et à nouveau le pouvoir latent sommeillant en lui, celui lui permettant, grâce à la science, d'utiliser ses pouvoirs à un niveau encore supérieur. Sans oublier Judge Vinsmoke, qui est omniprésent dans la mini-aventure, chose normale puisqu'elle lui est consacrée à lui et au Garma. Mais comme nous avons pu le voir en introduction de cette vidéo, il peut à tout moment apparaître dans l'arc et ainsi dévoiler à Sanji ses véritables origines. Et en réalité, c'est justement le moment parfait pour ça. Aucun arc mieux qu'Egghead pourrait nous en apprendre plus sur la génétique et par extension le lien existant entre Sanji et les Lunarians qui est, comme vous l'aurez constaté, indéniable. Quand Oda explique dans son dernier SBS que la résistance aux flammes de Sanji est encore mystérieuse et inexpliquée à ce jour, c'est peut-être car son lien avec les Lunarians n'a pas encore été expliqué dans l'histoire et ça ne saurait tarder. Le véritable power-up de Sanji lui permettrait alors de créer du feu et le contrôler de la même manière que King est parvenu à le faire. Et ses futurs Diable Jump pourraient s'étendre à son corps entier comme lors de ses nombreux running gags montrant Sanji enflammé de part en part. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que la forme ultime du prince des enfers fasse son apparition dans l'œuvre. On arrive à la scène finale de ce chapitre qui est ma foi pas forcément hypante comme l'ont pu être les derniers mais plutôt choquante avec Shaka découvrant l'endroit où s'est retrouvé enfermé Vegapunk mais se faisant exécuter d'une balle dans la tête par le traître avant même de pouvoir libérer Stella. Oui, vous l'aurez compris, on va reparler de ce foutu traître qui me gonfle vraiment. La théorie voulant que Shaka soit le traître tombe elle aussi à l'eau. En réalité, toutes les théories voulant qu'un des Vegapunk soit le traître prend entièrement la flotte, sauf pour un seul personnage qui est un petit peu passé à la trappe. En effet, tous les Vegapunk ont été attaqués soit par le traître, soit par le Séraphin qui les contrôle. Le S-Snake a attaqué Lilith et York tout en ayant possiblement fait exploser Pythagore. Edison est également hors d'état de nuire suite à l'attaque de S-Sha. Il reste donc Shaka et Atlas. Shaka s'est pris un quickscope légendaire en fin de chapitre, il est donc rayé des suspects. Adieu ma petite théorie. Quant à Atlas, eh bien c'est désormais la plus probable puisque parmi les Vegapunk, c'est la seule à ne pas avoir été attaquée par le traître si ce n'est par Lucci lors de son intrusion. Plus encore, quand le traître était en train de saboter Egghead, c'était la seule manquante puisqu'elle devait être en réparation à ce qu'il paraît. Et surtout, Atlas nous a introduit une technologie qui n'a pas encore été exploitée, celle des hologrammes et du gant capable de renvoyer la lumière. À tout moment, l'Atlas qu'on a vu dans les derniers chapitres est un hologramme pendant que la vraie Atlas est en train de saboter l'île. Ouais ben non, faut bien couvrir toutes les possibilités. Mais en tout cas, ça reste pas bête. On va bien finir par tomber sur le bon cheval à force de parier sur tous l'écurie, mais d'un côté, Oda a tellement bien caché ses indices qu'on n'a aucun moyen d'être sûr de qui il peut s'agir. Et je dois dire que jusqu'à présent, Atlas fait finalement un bon suspect, car après tout, comment pourrait-il s'agir d'un Séraphin? Effectivement, j'ai quand même une petite partie en moi qui pense qu'il s'agit d'un Séraphin, et tout comme vous, je l'imagine, qu'il s'agisse plus précisément du Séraphin Doflamingo. Et ce chapitre me conforte dans cette idée, surtout quand le traître tire avec un pistolet sur Shaka. Pistolet étant l'un des objets emblématiques de Doflamingo, le démon céleste. Sans omettre que tout le chapitre est orienté autour des Séraphins, ils apparaissent de partout, ils attaquent, bref, c'est un merdier sans nom. Mais un truc cloche. Et c'est pourquoi j'ai du mal avec la théorie du Séraphin traître. Seul un Vegapunk a l'autorité suffisante pour ordonner aux Séraphins d'attaquer. Shaka l'a dit lui-même, s'il ne peut pas commander les Séraphins, c'est qu'il s'agit de Vegapunk ou d'un Vegapunk. Alors soit il s'agit bien de Atlas, comme on disait précédemment, soit le Séraphin Doflamingo a trouvé un moyen d'outrepasser les autorisations de Vegapunk, et ça, j'ai du mal à l'imaginer. C'est pourquoi j'avais d'ailleurs plus ou moins abandonné cette théorie. Le véritable traître se cache donc dans ce groupe, ou dans une de ses failles, bien que nous sommes aujourd'hui face à une totale impasse. Alors pendant ce temps, qu'en est-il
est-il de Shaka? Est-il véritablement mort? Gros doute de mon côté, je vous le cache pas, malgré la violence de la scène. N'oublions pas qu'il s'agit d'une création, et même s'il est HS, comme le fut Atlas justement, il pourra sûrement être réparé. Mais il est vrai qu'on ne connaît pas encore vraiment le fonctionnement des Vegapunks, si ce n'est que leur organisme semble être cultivé dans la zone où se trouvait Chopper. Quoi qu'il en soit, désolé de vous décevoir, mais moi je ne crois plus les morts d'Oda. Donc Shaka n'est sûrement que désactivé, même si son décès marquerait effectivement l'arc d'Egghead de la plus forte des manières. Voilà, on arrive doucement à la fin de cette review qui sera donc particulièrement courte pour quelques raisons. Alors déjà, on va pas se le cacher, le chapitre n'est pas un monstre de contenu, hein. Autant quand le Gorosei ou Shanks apparaît, il y a de quoi faire, mais là, bon... Hein. Et puis il faut les écrire et les monter, ces 25 minutes d'analyse. Et là clairement j'en serais pas capable. J'ai vraiment vécu un truc trop triste en début de semaine et ça m'a pas aidé à choper de la motivation de fou. Voilà, surtout que depuis janvier j'ai quasiment pas pris un vrai jour sans bosser sur les vidéos YouTube ou quoi que ce soit. Donc ouais, bon, on repassera pour la joie et la bonne humeur. Bref, tout ça pour dire que ça va pas fort mais tranquille, ça ira mieux dans les prochaines semaines, ne vous en faites pas. Et surtout merci à tous pour votre soutien sous toutes ses formes. Vous êtes désormais tellement nombreux à chaque vidéo, c'est fou, même si ça fout une pression de monstre. Alors merci encore une fois pour tout, je vous envoie tout l'amour que vous méritez et je vous dis simplement à la semaine prochaine pour la review du chapitre 1078. Portez-vous bien, c'est le principal. Peace les bros.